Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. À nouveau, c'est un grand plaisir de vous accueillir dans le cadre des conférences de la FTAS et du CNAM Bretagne. Et tout d'abord, très bonne année à nos orateurs, bien sûr, et à tous les participants. Alors ce soir, nous allons entrer dans l'archéologie du paysage sonore, au fond, une manière d'avoir une lecture sensorielle de l'histoire, et on va, je l'espère, beaucoup apprendre avec Mylène Pardoën, qui est, je le rappelle, chercheuse à l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS, qui va nous introduire en même temps, à travers sa coordination des projets au CNRS avec, si je puis dire, tout ce savoir très particulier, nous introduire par conséquent à une discipline ou une transdiscipline hybride nouvelle que nous allons être appelé à connaître. Mylène Pardoën a reçu de très nombreux prix et médailles, dont la médaille cristal 2020 du CNRS, qui est absolument magnifique en termes de prix. Et comme grand témoin, nous allons accueillir Raphaël Roth, qui est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication au CNAM Isaac, et qui va donc lui apporter une argumentaire ou une contradiction, nous allons voir, en fonction de ce qui va être dit. Voilà. Eh bien, écoutez, Madame Pardoën, c'est à vous et merci encore de cette présentation. Et nous sommes très impatients de découvrir. Merci pour l'invitation. Et puis, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, donc, je vais aller un peu vite. Je vais rapidement préciser un peu mes travaux et puis un peu faire une petite bio rapide. Donc, mes travaux portent... donc, je suis docteur en musicologie. J'ai fait une reprise d'études à 30 ans et ma thèse porte sur les musiques militaires avant le 19e siècle. Ma spécificité, c'est donc l'archéologie du paysage sonore, qui est une nouvelle discipline, une transdiscipline hybride, comme vous l'avez pu le dire. Et le dernier segment, qui est relativement récent, c'est la conservation du patrimoine culturel immatériel, une des évolutions pratiquement logiques de l'ensemble de mes travaux. Sur les axes de recherche, j'ai 3 grands axes. Un axe historique, donc, qui touche l'archéologie du paysage sonore, avec notamment la restitution d'ambiance sonore du passé. Un axe patrimonial, donc issu du patrimoine culturel immatériel. Donc, je vais essayer de mettre en place une base de données sur les archives sonores des métiers du patrimoine, que ce soit le bâti ou les métiers d'art. Et puis un axe mémorial, notamment dans le cadre du chantier scientifique CNRS, Ministère de la Culture et Notre-Dame. On verra ça un tout petit peu plus tard, mais il n'y a pas que ce chantier-là. Il y a d'autres chantiers qui me demandent même un même segment de mémoire sonore de ce qui se déroule sur un chantier. Au niveau des projets, j'en ai beaucoup. Donc, je vous ai fait un petit bouquet. Donc, le projet Bretèze, qui est le projet initial, sur lequel j'ai pu asseoir la totalité de mes recherches et pouvoir lancer des pistes ailleurs. Nomadis, qui regroupe un certain nombre de projets, puisque Bretèze était sur une dynamique de forte publicité, on va dire. Donc, j'ai autour de moi des collègues qui étaient à peu près sur le même segment, donc on s'est regroupés tous ensemble. Héphaïstos, qui est le dernier projet qui est actuellement en chantier. Donc, Héphaïstos, c'est tout ce qui touche au patrimoine culturel immatériel et surtout à la valorisation de la sensorialité des métiers du bâti et de l'artisanat d'art. Et bien sûr, le chantier scientifique Notre-Dame, qui est quelque chose d'assez important en volume de travail. Au niveau des reconnaissances, vous en avez déjà parlé. Alors moi, j'ai été sélectionnée sur l'ensemble des salons innovatifs SHS, donc en 2015, qui m'a fait connaître, en 2017, en 2019 et l'année dernière, en 2022, puisqu'il n'y a pas eu d'innovative en 2021 à cause de la Covid.
J'ai donc été récompensée de la médaille de cristal en 2020, du prix Suzanne Bellas Rodogora qui récompense les meilleures carrières, les meilleurs profils de cristal, et puis le geste d'argent 2021 qui récompense donc tout ce qui est météliard et de mémoire. Pour qu'on ait tous les mêmes repères, je vais vous présenter quelques définitions, comme ça on sait qui fait quoi, où, quand, comment. Donc le paysage sonore, avant toute chose. Donc comme référence, comme ouvrage de base, ben, j'ai bien sûr Raymond Murray Schaeffer et puis Alain Corbin, qui sont deux grandes personnes, professeurs, qui ont pu réfléchir à ce qu'était le paysage sonore. Alors c'est quoi? C'est quelque chose de très complexe, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'élément fixe visuel, parce que le son, c'est de l'espace, du temps et de l'espace-temps. Ce n'est pas palpable. On le ressent, mais on ne peut pas le toucher. C'est complexe parce qu'il y a énormément de phénomènes, des phénomènes naturels, la nature, la météorologie, des phénomènes acoustiques, des bruits humains et sémiologiques. Donc l'archéologie du paysage sonore cherche pistes, les traces du sonore dans les écrits, les visuels du passé, et elle va en proposer des restitutions sur un modèle plutôt virtuel. Pour ce faire, ben, on s'appuie sur l'hétérographie. L'hétérographie, c'est l'analyse sensorielle des relations avec la matérialité des textes. Et donc, pour faire simple, hétérographier, c'est permettre à tout support traditionnel, donc un écrit, un texte, un tableau, une gravure, une sculpture, de transcender à travers d'autres formes. Nous, c'est le sonore, mais j'ai des collègues qui travaillent sur l'olfactif et font aussi de l'hétérographie. Donc, qu'est-ce qu'une ambiance sonore? C'est quelque chose d'assez complexe qui comporte 3 grosses couches, on va dire. La géophonie, c'est tous les sons qui sont liés au lieu et à la météo. Donc ça, quel que soit le lieu, la météo, on va retrouver cette couche de géophonie. Juste au-dessus, vous allez avoir la biophonie. Donc on va commencer à nourrir cette couche géophonie par la présence d'animaux ou d'insectes. Et en dernier lieu, les plus gros pollueurs, nous, l'anthropophonie, qui arrivons avec toutes nos activités, que ce soit la parole, mais aussi toutes les activités techniques ou autres. Donc on est très très important dans cette ambiance sonore. On a pu prendre conscience de notre pollution sonore lors du premier confinement, puisque comme on était vraiment tous confinés et qu'il y a eu un arrêt très, très brutal de toutes nos activités, d'un seul coup on s'est dit: ah, il y a des oiseaux. Ah oui, en effet, on entend des activités qui ne sont pas les nôtres. Et non, ils ne sont pas arrivés comme par hasard, ils sont toujours présents, mais bon, ils disparaissent de par le fait que nous faisons beaucoup de bruit. Deuxième précision, c'est qu'est-ce qui distingue le sound design de l'archéologie du paysage sonore. Donc on va avoir 2 extraits. C'est la première expérience que j'ai eue, qui se situe dans le musée de la crypte Notre-Dame à Paris. Comme quoi, j'étais déjà très ciblée par Notre-Dame. Donc en 2015, la conservatrice de ce musée fait appel à mes services et me fait écouter ce que vous allez entendre, en me demandant si, enfin elle, ça la choquait, mais elle pensait bien qu'il y avait un petit souci. Donc cette fresque donnait ceci. Donc c'est la longueur exacte de la fresque qui tournait sur le musée. Donc vous allez voir, c'est très très court et c'est une boucle. Pour tous les musées, il faut boucler le son. Donc je vous disais que la boucle est très, très courte, on entend une mouette, et un ressac au lieu d'entendre une Seine, enfin un fleuve couler. Et
Donc, assez rapidement, j'ai dit en effet, il y a un souci et j'ai relevé le challenge. Donc, le challenge, si vous regardez la diapo à gauche, c'était de comprendre ce port fluvial à Paris et d'en déterminer les activités. Donc, moi, je suis que archéologue du paysage sonore. J'ai donc contacté un spécialiste du port fluvial. Il se trouve qu'il était à Lyon, donc ça tombait bien. Et on a dialogué longtemps et j'ai pu fournir, à la place des 45 secondes hyper stressantes, j'ai fourni 3 extraits qui bouclent et qui représentent à peu près 4 minutes 30. Donc je vais vous passer un extrait de ma restitution. Et ce sont les activités qui se déroulent réellement sur ce port. Donc, voilà, je vais faire ça. Je vais vous récupérer. Il n'y a peut-être pas besoin qu'on entende toute la fresque. Donc, ce que vous avez entendu, ce sont les activités au niveau, au moment du déchargement de l'ensemble des activités. Et la vue, le visuel, c'est le travail de Dassault Systèmes. Vous voyez toujours passer la mouette, d'ailleurs, puisque ça, moi, j'ai pas la main dessus. Donc, sur le visuel, il reste la mouette, mais la mouette ne chante plus. Donc, c'est le fleuve, les passereaux, et puis le travail de l'activité du port fluvial. Vous avez vu la vidéo? Oui. Vous l'avez entendu aussi? Oui, oui, parfaitement. On a vu C'est la bon? vidéo et on l'a parfaitement entendue. C'est parfait, D'accord. merci. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on avait quelques références quand même intéressantes. Donc, je vous ai mis là les livres qui m'ont servi quelque part de livres de chevet pour mon travail. Donc, le paysage sonore de Raymond Murray Schaeffer, Alain Corbin, bien sûr, avec les cloches de la terre, et puis un petit ouvrage, ouais, un opuscule de Jean-Pierre Guton qui s'appelle Les bruits et les sons dans notre histoire. Et c'est avec cet ouvrage-là où j'ai vraiment perçu qu'on pouvait aller finement dans le travail d'analyse des sons. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir un son, il faut trois parties. Il faut 3 éléments, 3 facteurs. Un émetteur, donc une source sonore, que ce soit une vibration, une percussion. Un milieu porteur, l'air, l'eau. Donc, ça veut dire que dans l'espace, eh ben, il n'y aura pas de son. Et puis un récepteur, ben, ça peut être les oreilles, les micros, tout ça, c'est essentiel d'avoir ces 3 notions-là à l'esprit pour comprendre un peu comment fonctionne le son. Ensuite, on a un volume sonore. Donc actuellement, par exemple, sur le chantier Notre-Dame, eh bien, si vous regardez bien, on est à 100 décibels sur le chantier. Donc, vous voyez qu'on est sur un volume sonore qui est très important et qui est la limite du nocif. Donc, tous les artisans qui travaillent sur le chantier à l'intérieur même de Notre-Dame, je ne parle pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur, portent des bouchons ou des casques pour éviter justement d'avoir cette nuisance qui vient détruire leurs oreilles alors qu'un artisan travaille avec ses sens. Et puis, eh bien, on a des fréquences, donc du plus grave au plus aigu. Donc, voici au niveau du plus grave. Donc, par exemple,
un tuyau de 32 pieds. Donc, vous apercevez que plus on descend dans le grave, moins on va entendre cette fréquence. Pourtant, si ce tuyau, quand il est dans le panel des tuyaux de l'orgue, si ce tuyau est activé, il va nous permettre d'avoir des aigus très brillants. C'est un peu comme en peinture. On va mettre un fond foncé si on veut du blanc et on va mettre un fond clair si on veut du foncé. À l'autre bout de ces fréquences, ben, nous avons les pipistrelles. Donc quelque chose de très percutant, on va dire. Là, on est à la limite des ultrasons. Pardon. Donc vous voyez qu'une ambiance sonore, c'est quelque chose de très complexe et où aujourd'hui, eh bien, on a un certain nombre de normes et de règles qui sont établies pour éviter justement toutes ces pollutions et puis éviter qu'on s'abîme les oreilles, même si malheureusement, les jeunes perdent leur faculté auditive. Autre point important, puisque on est obligé de travailler avec du matériel et des techniques, il y a un peu d'histoire. Vous voyez que les premiers dispositifs pour enregistrer des vibrations datent de 1807 et que progressivement, on va mettre au point des appareils pour enregistrer et entendre. Les deux sont corrélés. On ne peut pas enregistrer et ne pas entendre. Donc, les deux sont corrélés. Vous apercevez aussi très rapidement qu'au fil du temps, il y a une accélération du progrès. Moi, j'ai arrêté en 98, mais aujourd'hui, on est encore dans le progrès avec des nouvelles normes, MP3 et d'autres normes qui apparaissent et qui nous permettent d'aller de plus en plus finement dans la recherche du son, dans sa captation et dans sa diffusion. Alors, comment fait-on pour aller chercher le son? Donc, une grosse partie de mon travail, c'est d'aller sur le terrain, je vais plutôt dire sur les terrains. Donc, je vais m'appuyer sur Brettaise, mais pas seulement. Donc, Brettaise, c'est le projet, mon petit laboratoire, qui a permis l'émergence de cette discipline. Sa spécificité, c'était j'ai pensé sonore avant de penser au projet, et j'ai tellement pensé sonore que lorsque j'ai commencé à parler de mes travaux, il a fallu que je revienne un peu en arrière et que je mette un support visuel. Donc c'est pour ça que les approches sur Brettaise, elles sont couplées avec un visuel. Aujourd'hui, vous voyez, la sortie de Brettaise, c'est 2015. On est en 2023. Aujourd'hui, je peux commencer à faire écouter du son sans support visuel. Donc, il a fallu faire un gros travail pour se réapproprier et décorréler le visuel du sonore. Donc, la restitution, elle se fait autour du sonore. Et la spécificité de Brettaise, c'est que c'est le même objet, mon objet de recherche, c'est le même objet qui est présenté au grand public. Donc ça, c'était important aussi au moment où je commençais à faire mes présentations et j'abordais ma discipline. L'approche, elle est originale. C'est donc le sensible qui est un vecteur de recontextualisation. Et donc une dimension sonore qui est corrélée, qui est cohérente avec l'histoire sociale et urbaine. Je ne peux pas vous parler d'un paysage sonore en faisant abstraction de tout ce qui est histoire sociale. Ça, c'est vraiment pas possible. Et vous allez voir pourquoi. L'innovation, elle était au cœur aussi du concept, c'est-à-dire qu'on était en 5D. La 3D habituelle, j'étais obligée de m'appuyer sur un support visuel, mais j'avais également un déplacement dans la maquette et le sensoriel qui était très présent.
Et puis, tout ce qui est édition scientifique, comme je vous en ai déjà parlé au tout début de ma présentation, on s'appuie sur des nouveaux procédés éditoriaux hétérographiques. On a des nouveaux médias qui impliquent la réalité augmentée. Et puis, on va vers des technologies immersives que je vais également vous présenter à la fin du projet. Donc, très rapidement, on s'est rendu compte que c'était des projets, certes expérimentaux, mais à fort potentiel QSM. Donc, voici le travail autour d'un paysage sonore, quel qu'il soit. Donc, vous voyez qu'on a de nombreux acteurs et que moi, je suis peanuts, je suis juste à ce niveau-là. Mais j'ai besoin de la totalité de tous ces acteurs pour pouvoir travailler et fournir de la matière pour une fresque sonore. Le but, c'est de pouvoir décliner ma matrice pour tous les besoins qui aujourd'hui ont vraiment des perspectives très ouvertes. La deuxième étape, c'est de délimiter des périmètres. Pourquoi nous sommes obligés de délimiter des périmètres? Tout simplement parce que, contrairement à ce qu'on pense, il y a foison d'informations. Donc, on va délimiter un premier périmètre qui est un périmètre géographique. On va délimiter un périmètre temporel, même quand on est dans l'histoire, où on est souvent sur du temps long, il faut quand même délimiter un périmètre temporel, et puis surtout un périmètre de restitution et de diffusion. Le plus long sur lequel j'ai pu travailler, c'est 6 minutes, c'est Brettaise, et c'est vraiment très très long, ça demande énormément de travail. Donc, première étape, trouver les sources. Donc, vous voyez, là, vous avez un panel de sources. On va rentrer un peu dans la matière. Donc, on va aller chercher dans le passé, dans ce qu'on appelle les sources primaires. Donc, on va agréger autour de notre travail un certain nombre d'informations, une collecte de documents hétérogènes. Et si on travaille avec un visuel, en concomitance, on va chercher à la fois tout ce qui est du son et du visuel. Alors, pourquoi en concomitance? Tout simplement parce que sur les sources, on va avoir les informations, elles sont ensemble. Donc, on ne va pas dépenser 2 fois de l'énergie, une fois pour le visuel et une fois pour le son. Donc, on travaille sur les deux en même temps. Et puis, à partir de là, eh bien, on va délimiter une zone. Tout à l'heure, vous avez vu Brettaise. Là, c'est pour Notre-Dame. On va délimiter des zones relativement contraintes. On va s'appuyer sur un certain nombre de documentation qui est très riche. C'est vraiment de la documentation hétérogène. Comme vous pouvez vous apercevoir, vous avez le tableau de Paris, donc on est sur de la littérature plutôt. Ensuite, on a des inventaires après décès. Pourquoi? Parce que ce sont des informations qui nous permettent de connaître l'intérieur même des maisons. Tout y est détaillé par le menu. Les PV de police. Et si vous avez lu Arlette Farge, vous savez que les PV de police racontent par le menu une histoire qui sort de l'histoire, on va dire, plus académique et plus conventionnelle, plus policée. Et puis surtout, des documents administratifs. En bas, vous avez le registre des boues et lanternes qui nous permet de positionner très finement les artisans autour d'une zone. Donc là, c'est sur le pont Notre-Dame et on s'appuie sur ces documents-là pour vraiment localiser les artisans. Et donc, de ce fait, on va pouvoir trouver le métier, les outils qui sont pratiqués et on peut aller très très loin sur la recherche d'informations sonores. Donc là, on est sur les sources primaires. Comme jusqu'à présent, j'étais toute seule. Maintenant, je ne représente que 50% de l'équipe. Mais quoi qu'il en soit, pour chercher les sources, je suis toujours 100% de l'équipe. Je vais m'appuyer sur les travaux de mes collègues. Donc, eux traitent leur information à leur niveau. Un même document peut avoir des informations complètement différentes. Et pourtant, c'est le même document. Donc là, vous voyez qu'il y a une étude qui a été faite
sur l'état des maisons à démolir. Moi, cet état de maison à démolir m'a été très utile pour connaître très exactement comment était l'état du pont, le pont au change, juste avant sa démolition. Et puis, d'autres études qui peuvent être faites. Donc là, c'est une étude que j'avais menée, moi, sur le tableau de Paris. Et vous remarquez que dans ce document, on peut avoir le cycle des jours des activités, ainsi que tous les sens qui sont présents. Donc le moindre des sens, hein, c'est le toucher, où on a beaucoup plus de problèmes dans ces documents-là. Mais on peut trouver des informations sur le toucher. Donc ça, ce sont les sources secondaires. Ensuite, au niveau du visuel, bah, comme vous voyez par exemple ce tableau pour moi, il est très sonore. Donc je vais vous en faire une rapide analyse. Par exemple, vous avez le chien en bas, vous avez tous les animaux, l'âne, vous avez des activités marchandes, des activités qui sont liées à la grande boucherie tout à fait à gauche. Vous avez également la présence d'un joueur de fifre, de tambourin, qui présente une activité de spectacle. Donc toutes ces activités-là, elles sont incluses dans ce tableau. Donc il faut prendre ce tableau avec des pincettes, hein. Il n'est pas faux, il n'est pas tout à fait juste. Le tableau nodé, le peintre a voulu nous montrer toutes les activités qui se déroulaient sur cette place. Donc à partir du moment où on a cette information-là, il va falloir qu'on la recoupe pour savoir, par exemple, est-ce que les activités de marché avaient bien lieu en même temps que les activités de la grande boucherie? Et est-ce qu'il y avait réellement, à un moment donné, ou tous les jours, la présence d'activités de spectacle sur cette place-là? Donc, on va analyser les tableaux finement, quitte à découvrir des informations sur lesquelles on n'était pas forcément plus sensible, puisque nous, on regarde ce tableau avec nos yeux du 21e siècle. Et par exemple, en position 5, vous avez un aquamoteur, la présence d'un aquamoteur qui permet de faire remonter les barges que l'on voit de l'autre côté, parce qu'il n'y a pas de chemin de halage à Paris. Donc, il fallait trouver des trucs et des astuces. Donc, toutes ces informations-là, elles présentent des bruits et des sons qu'il nous faut après retrouver un tout petit peu plus tard. Et comme vous pouvez le noter, les objets du quotidien apportent aussi leur lot d'informations. Donc là, on est sur le Pont Neuf et ça nous permet de savoir ce qui se passe sur ce Pont Neuf qui est le pont le plus bruyant de Paris. Et puis, petite cerise sur le gâteau, on a aussi l'opportunité de trouver des informations sur des documents sur lesquels on n'est pas au premier chef susceptible d'en trouver. Quand on travaille dans le passé, on a des plans à disposition, mais tous ces plans ne sont pas à la mesure. Toutes les rues ont la même largeur. Donc, il nous faut trouver des informations sur la largeur des rues qui est importante pour l'acoustique et aussi pour connaître les activités. Donc, par exemple, ici, on a des carnets de carrosses de l'époque qui nous permettent de connaître le nombre de carrosses qui passent en vis-à-vis dans chaque rue. Donc, on a la localisation de la rue, le quartier et la longueur de la rue. Et puis, le C, c'est le nombre de carrosses qui passent en vis-à-vis. Donc, une fois qu'on a cette information-là, il suffit de connaître la largeur d'un carrosse. On ajoute quand même un petit espace pour savoir que quand ça se croise, il ne faut pas non plus que qu'il y ait un accident. Et puis, l'erreur, elle est à peu près de 10 cm quand on retrouve des plans qui sont établis avec toutes les technologies de mesure qui apparaissent au tout début du 19e siècle. Deuxième point, moi je travaille sur du bâti du quotidien. Donc on n'a pas d'informations, c'est pas comme aujourd'hui où on a un BIM et à notre disposition on a des devis de travaux.
Comme vous le voyez, on a la possibilité de connaître les élévations, les ouvertures, le nombre de fenêtres et puis les matériaux de la façade. Donc tout ça, c'est important quand on va travailler sur la restitution des ambiances sonores. Donc c'est ce que j'appelle moi des documents mixtes, c'est-à-dire qu'on a à la fois du dessin et du texte. Et puis une fois qu'on a regroupé tout ça, on refait encore des enquêtes pour savoir ce qui est vrai et ce qui est moins vrai. Un plan n'est jamais tout à fait vrai, ni jamais tout à fait faux. Par exemple, dans le cas de figure de Bretèze, vous avez ici donc Bretèze en haut à droite et en bas, vous avez le plan de la baie de la Grive. C'est à peu près la même période, hein, on est dans les années 1739. On s'aperçoit que Bretèze a un endroit mais un quai, alors que de la Grive, non. On va faire un petit zoom. Ah, en effet, on n'est pas sur du quai. Donc, on est sur le quartier de la Pelletrie, c'est le quartier des Possiers. Et on a les petits points que vous voyez, ce sont des maisons sur pilotis. Donc, le quai que représente Bretèze n'apparaîtra qu'en 1803. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien délimiter la zone et puis rechercher les informations par rapport à cette zone-là. Le plan de Louis Bretèze, c'est un plan de publicité qui veut présenter à Paris comme capitale, une belle capitale, alors qu'en bas, on est sur un plan de la Grive qui permet de connaître les activités et qui est établi à des fins de percevoir l'impôt. Donc, on recoupe les informations et comme ça, on sait qu'on est plutôt sur de la berge. Donc, les activités, là, elles sont importantes et les acoustiques également. Et puis, depuis tout à l'heure, je vous parle de l'acoustique d'une rue. Elle dépend de quoi? De la largeur, de la hauteur, des matériaux. Donc, vous voyez qu'on peut avoir de l'enduit, de la terre ou de la pierre, hein. Ensuite, on a des revêtements et puis on a tous les revêtements d'architecture qui vont avoir une incidence sur le son. Puisque lorsque vous avez un auvent, le son va être rabattu vers le sol. Et ensuite, vous avez bien sûr les formes des rues. Donc, vous voyez qu'on a des formes en V, en U. Et puis, quand on est sur des périodes plus anciennes, on a en V inversé avec les encorbellements qui rabattent carrément le son sur le sol. Et comme j'aime bien la complexité des choses, vous voyez que nous avons au XVIIIe siècle un Paris qui est avec un relief complètement différent. Voici le quartier du Grand Châtelet. Donc, pour ceux qui connaissent un tout petit peu Paris, de la mairie de Paris, de la place de mairie de Paris jusqu'au Louvre, je ne pense pas qu'on soit face à une petite colline telle que ça apparaît au XVIIIe siècle. Donc, tout ça, ça a vraiment beaucoup d'incidence sur les sons et sur les activités qui peuvent s'y dérouler. Et donc, en dernier lieu, on va repositionner finement les activités. Donc là, c'est une restitution du chantier de Notre-Dame vers 1170. Et vous voyez que c'est une simulation parce que malheureusement, il n'existe pas d'études de chantier. Donc, pour retracer ce chantier, on s'est appuyé sur d'autres traces de chantier que l'on a pu retrouver, ainsi que les activités qui sont exercées sur des chantiers expérimentaux actuels, puisque le positionnement des artisans, il s'avère que c'est à peu près toujours la même disposition sur un chantier. Une fois qu'on a toutes ces informations, on va s'appuyer sur des cartes. Et comme vous le voyez là, on va faire une espèce de grand millefeuille qui va faire apparaître des points saillants et qui va prendre en compte la totalité des informations que l'on a eues. Donc l'étape suivante, c'est aujourd'hui. Deuxième enquête, ou voire troisième enquête. Donc la réalité du terrain, c'est qu'il faut chercher, puisque la spécificité de l'archéologie du paysage sonore, c'est de non pas faire du bruitage et non pas faire du sound design, mais bien de s'appuyer sur des sources sonores réelles.
Donc, il va falloir retrouver ces sources sonores dans le présent. Donc, on va sur le terrain et puis on va capter tous ces bruits et ces sons. Donc, je vous ai marqué les réseaux à 3 points, 8 points, 16 points. Donc, je vous ai marqué en bas, le réseau à X points, c'est le nombre de micros que l'on va déployer pour enregistrer soit un déplacement, soit un objet sonore, soit un geste. Donc, on va un peu partout en France pour essayer de récupérer des bruits et des sons du passé qui sont encore dans notre présent. Donc, par exemple, pour Notre-Dame, on a dû s'orienter vers Sens puisque, les cloches de Notre-Dame, ce sont des cloches qui sont contemporaines. Donc, nous, quand on travaille dans le passé, on a besoin de cloches du passé. Il se trouve qu'à Sens, on avait les mêmes cloches, donc même notes au niveau de la cloche, mais c'est également le même fondeur. Donc, vraiment un point très intéressant. Et puis, les cloches de Sens, elles datent de cette époque-là. Pour faire des captations de véhicules hippomobiles, nous sommes allés à Gerberoy où ils ont une belle collection de véhicules hippomobiles. Et donc là, on a fait des réseaux de plusieurs micros pour capter à la fois sur le véhicule, mais à la fois le déplacement du véhicule. Et puis sur Guédelon, où on va très souvent, on mène des campagnes de captation sur différents types de chantiers et différents types d'activités. Autre corde à notre arc, eh bien, on va s'orienter vers des captations de machines. Donc, par exemple, à gauche, c'est à Charlieu. C'est un métier à tisser à Lyon, on appelle biste-en-claque, donc un métier à tisser manuel. Et puis au-dessus, on est toujours dans la région où on trouve beaucoup de métiers à tisser. Donc, c'est une rue Bagnères qu'il y a à Saint-Étienne, au musée des Beaux-Arts et de l'Industrie. Et donc là, on a fait une captation à 20 points. Et puis sur des métiers plus manuels, là, vous voyez qu'on a essayé de capter la totalité d'un atelier et on a fait une captation à 8 points. Parfois, ça peut être beaucoup plus, ça dépend de ce que l'on veut capter. Et puis, au fil du temps, on améliore aussi nos captations. Donc, parfois, on peut déployer énormément de micros. Une fois qu'on a fait ces captations, on fait des relevés. Donc, on a des fiches avec des schémas et on va positionner finement les micros. Donc, vous avez sur le haut de l'écran une fiche de restitution des micros. Donc, on a les différents types de micros qu'on met en place. Donc, vous voyez là qu'on a des micros qui vont à la fois sur des spectres plus ou moins larges, voire ambisoniques, c'est-à-dire ce sont des micros où on a plusieurs têtes dessus qui permettent d'enregistrer 8 voix d'un seul coup. Donc, on les positionne sur le terrain et puis on va en faire une fiche de relevé d'informations. Donc, quand on est sur, là, c'est pour le cabestan, donc on a enregistré le cabestan. Mais si c'est sur de l'activité, on va détailler l'activité et on va détailler finement en regard les outils qui sont utilisés. Donc là, par exemple, vous avez le cabestan avec toutes les activités qui ont eu lieu lors de cette séance de captation. Donc, vous voyez là qu'on a on peut aller finement avec 1, 2, 3 micros en fonction de ce dont on a besoin. Donc, je vais vous faire écouter un résultat sur le moulin de Guédelon, puisqu'aujourd'hui, on avance de plus en plus dans nos captations et nos recherches. Et donc, sur ce moulin, on a fait une captation qui prend déjà en compte l'élévation. Donc, le moulin, c'est un élément très intéressant, puisqu'on a une hauteur jusqu'à 2,50 m. Donc, on a mis tous nos micros. Et le but, c'est que cette année, on va débuter une restitution en élévation de ce moulin. Donc, je vous passe l'extrait où on explique le travail qu'on a fait sur la captation du moulin de Guédelon. Je retrouve ma... Voilà.
Donc sur le chantier de Guédelon, nous sommes allés enregistrer le moulin à eau médiéval, qui est un objet très intéressant d'étude pour nous, car c'est un objet complexe où il y a plusieurs sources sonores qui sont intéressantes. Donc on va les capter avec plusieurs microphones répartis dans l'espace. Donc comme je l'ai dit, le moulin c'est un objet qui est complexe pour nous. On a tout d'abord l'écoulement de l'eau, qui est le moteur du moulin. On a tout un tas de mécanismes en bois qui viennent actionner la meule. On entend la roue qui tourne, divers engrenages qui se mettent en route. Et on a enfin le bruit très particulier de la meule qui moue les grains de blé. Une part du travail qui est relevé sur le terrain, le positionnement des micros, mais aussi toutes les élévations qui font que le moulin est présent, parce que le moulin il a plusieurs parties, donc on va avoir toute une série de mesures, de localisation des micros et leur sensibilité, leur directivité. Le travail concret, on va dire, de retour dans le passé, il s'effectue au moment de la diffusion, c'est-à-dire qu'on va réaliser un montage, une superposition de tous les sons qu'on a enregistrés, et on va les diffuser pour nos auditeurs, donc que ce soit au casque ou sur des systèmes d'écoute plus compliqués, qui permettent d'avoir une restitution immersive de ces paysages sonores. Merci beaucoup. Voilà, je vous ai laissé vous imprégner de cette meule qui est pour nous intéressante, puisque sur cette saison-là, c'était la première saison, la meule fonctionnait bien. Cette année, ils ont eu un souci, mais nous aussi, puisqu'il faisait très très sec. Donc on a pu capter le moulin uniquement en octobre. Et il y avait un gros souci au niveau de la meule, puisqu'il y avait c'était pas fluide en fait. Donc ils ont trouvé à le régler et on croise les doigts. On espère qu'en avril, il y aura assez d'eau pour le moulin et qu'on pourra faire une captation pour à nouveau pouvoir enregistrer l'ensemble de la mécanique, ce qui nous permet d'avoir 3 étapes différentes de ce moulin et de pouvoir faire une analyse fine de ce qui se passe, une analyse sonore ou spectrogramme. Donc ensuite, eh bien, il va falloir le restituer. Donc pour le restituer, eh bien, on va passer par une restitution en 3D de nos activités. Donc là, je vous fais écouter. Le geste que vous avez à gauche en bas. C'est sur le chantier Notre-Dame où je vous ai dit qu'il y avait 100 décibels à peu près. Hein. C'est le travail d'un staffeur qui restaure une des frises de Notre-Dame. Et donc, pour vous montrer la précision de nos captations, vous n'entendez pas les bruits extérieurs. Si vous les avez entendus, vous avez de la chance. C'est le petit micro, vous voyez, vous avez un fil qui se promène et vous voyez le petit micro. C'est le petit micro qu'on a positionné sur la frise et qui va capter directement le geste du staffeur. Donc, c'est pour vous montrer jusqu'où on peut aller dans la précision de nos captations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on enregistre sur la matière le geste de l'artisan. Donc, le futur, c'est ce on a commencé à mettre au point, mais sur lequel on va bien travailler cette année, c'est faire entendre l'histoire. Donc, on a différentes écoutes possibles. Une écoute binaurale,
Donc, une écoute binaurale au casque, c'est une écoute plutôt horizontale qui simule des objets tout autour de vous et au-dessus de vous, mais vous n'avez pas forcément toute la notion de profondeur. Vous avez donc une latéralisation et une élévation essentiellement. La deuxième possibilité, c'est la voie que nous avons choisie, nous, à la Maison des sciences de Lyon-Saint-Étienne. C'est ce qu'on appelle la WFS, la synthèse de front d'onde. Donc, on a des enceintes. Donc là, on était au tout début de notre système. Aujourd'hui, on diffuse sur 32 enceintes et ça nous permet de reproduire un champ sonore réel. Ça nous permet également d'avoir une écoute collective, ce que ne permet pas le binaural. Et donc, de déambuler dans les scènes que nous avons restituées. Donc ça, c'est une grosse partie de notre travail actuellement. Donc pour ce faire, on installe tout un réseau de haut-parleurs, tel que vous le voyez là. Et puis, on va pouvoir faire bouger des objets sonores sur la totalité de nos haut-parleurs. Comme ceci. Donc là, c'est Spat Révolution. On a la possibilité de vous faire voir ces objets sonores, les petits points là que vous avez autour de vous. Et la tête, elle est au milieu du réseau de haut-parleurs. Donc, je vous ai mis cette animation pour que vous compreniez, puisqu'on ne peut pas vous le faire écouter. Il faudrait que vous puissiez venir sur Lyon. Je vous accueille volontiers d'ailleurs, mais c'est pour vous montrer l'immersion qu'il peut y avoir et la spatialisation qu'il peut y avoir. Donc aujourd'hui, on est sur une spatialisation qui est encore à l'horizontale. Mais d'ici les 6 mois qui vont venir, on va ajouter en plus de l'élévation pour l'avoir également en hauteur. Donc ce même travail que vous avez vu en immersion et en spatialisation horizontale, vous l'aurez en plus avec des objets en hauteur. Au niveau de nos travaux, on se déploie également sur le patrimoine culturel immatériel. Donc vous voyez que le schéma, il s'inspire de ce que l'on fait, de tout ce que je vous ai présenté. On va avoir des captations, on va devoir documenter notre travail, donc ça veut dire qu'on va chercher dans le passé, mais également dans le présent, un certain nombre d'informations pour documenter nos prises. Et tout ça, ça nous permet d'avoir des volets différents, un volet mémoriel, un volet pédagogique et un volet de médiation. Donc aujourd'hui, on fait énormément de médiation, notamment sur le chantier de Guédelon, où quand on va faire nos captations, les visiteurs, quand nous sommes sur site, les visiteurs ont accès à ce que nous enregistrons et à ce qu'entendent les artisans. Puisqu'au moment où on fait notre captation, ils peuvent entendre l'enregistrement qui se fait. Donc le projet s'appelle Héphaïstos. Et il est couplé avec un autre projet. On travaille avec l'ENISE pour capter le geste de l'artisan et créer une synchronisation qui est, on peut entendre la matière qui vibre sous, par exemple, les coups de l'artisan, et puis on a la restitution virtuelle de l'artisan. Alors, il y a toujours des questions. Et c'est un peu la fac de ce projet. C'est comment passer de la trace à une possible réalité. C'est-à-dire comment donner du corps à l'intangible, à l'immatériel. C'est toute la difficulté parce que le son, comme je vous l'ai dit au départ, c'est l'espace, du temps et de l'espace-temps. Donc on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas le figer. Et quand on l'enregistre, on y introduit un biais, c'est-à-dire que on va repasser une séquence, mais si elle devait se refaire, elle ne serait pas identique. C'est un peu comme l'eau du fleuve qui passe, elle n'est jamais tout à fait la même, et pourtant c'est toujours de l'eau.
La question de son authenticité est donc, on est donc en droit de se la poser. Quelle authenticité pour l'immatérialité? C'est très compliqué et c'est une abîme. Moi, personnellement, je vais chercher des sons. Ils sont authentiques au moment où je vais les capter, mais est-ce qu'ils sont authentiques par rapport à l'histoire? C'est une vraie question. Quelles sont les limites? Où doit-on s'arrêter? Peut-on tout restituer? Bah oui, c'est aussi une question. Vous voyez qu'aujourd'hui, avec nos captations, on peut aller très loin dans la captation. Est-ce qu'il y a une limite? Sans doute. Pour moi, je ne l'ai pas encore atteint, mais je m'appuie sur les limites de la technologie, matériel, tous les progrès qu'il peuvent y avoir. Entre les premiers micros que j'utilisais puis les micros de maintenant, les découvertes que je fais aussi, en échangeant avec des collègues qui ne sont pas forcément dans le son, dans l'acoustique, mais bien ailleurs, eh bien, voilà, je fais toujours des progrès. Où doit s'arrêter le scientifique? Où arrive l'artiste? C'est une grosse question, parce qu'il est vrai que lorsqu'on va restituer des fresques sonores, il y a un fil narratif qui est présent. Donc là, on va essayer de s'appuyer vraiment sur l'histoire, mais il y a la main de l'artiste qui doit être là, puisqu'il faut agencer les sons pour raconter une histoire. Donc ça veut dire que cette part-là, il faut qu'elle soit la plus ténue possible, mais elle est présente. Elle est obligée d'être présente. Parce que même quand on écrit un document un article, par exemple, ben, la part du chercheur, sa part d'artiste en tant que chercheur, elle est présente dans le texte. On essaye d'être le plus rigoureux possible, mais quoi qu'il en soit, il faut trouver un bon équilibre. Alors, c'est plus facile, enfin, c'est plus compliqué dans l'équilibre quand on traite du son, puisqu'il y a quand même la part d'une certaine sensibilité qui rentre en ligne de compte. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la restitution visuelle et sonore, elle s'inscrit dans le temps long. Pourquoi? Parce qu'il nous faut énormément de temps. Le projet Bretaises, par exemple, c'est 13 ans de recherche. Pour Notre-Dame, on commence à avoir les premiers résultats. Bah, vous voyez, l'incendie, il commence quand même un peu à dater. Ensuite, on a un certain nombre de contraintes. Pour la restitution aussi, c'est du temps long. Bretaises, c'est lorsqu'on le remet sur le chantier, puisqu'on en est à la 19e version, c'est 6 mois de travail uniquement aujourd'hui pour travailler sur la fresque sonore. 6 mois de travail. C'est long. Les contraintes, ben, elles sont très restrictives, hein, puisque c'est un cadre historique, donc il faut respecter. Je ne peux pas faire passer, je ne sais pas moi, une voiture hippomobile avec des pneumatiques si je veux travailler sur le XVIIIe siècle. Ça n'existe pas. Donc je suis obligée de composer avec l'histoire. La localisation. Je ne peux pas vous faire écouter des bruits, par exemple, des halles de Paris si je travaille sur le Grand Châtelet. Et puis, c'est très complexe parce qu'il y a les acoustiques. Vous avez vu tous les critères qu'il peut y avoir. Même si nous, on n'est pas acousticien, on est obligé de tenir compte des acoustiques pour rendre ce paysage sonore, sa densité, cette rondeur qui est présente. Ensuite, bah, comme je vous l'ai dit sur la diapo précédente, il y a le sensible qui est là. Donc, on a le compositeur, mais également prendre en compte la réception. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a aussi des challenges qui se présentent à nous. C'est comment vous faire écouter le passé alors que vous n'en détenez pas les clés d'écoute. Et pour nous, c'est un vrai challenge parce que c'est compliqué. Donc, comme vous voyez, hein, on va s'appuyer sur un ensemble d'indices. On va à la fois dans le passé, mais on va également s'appuyer sur plein de documents. Pourquoi? Parce que tous les documents ont un biais. Donc, on va déconstruire, dénouer les fils de l'histoire. Donc, il faut les mettre à plat. Et puis, il faut reconstruire quelque chose. Et puis, il faut également donner des clés de lecture. Ce qui est essentiel, c'est toujours recontextualiser.
parce que c'est cette recontextualisation qui permet de comprendre ce qui se passe. Et garder à l'esprit que ce qu'on présente, ce ne sont que des modèles virtuels. Ça veut dire qu'à un moment donné, la science, elle avance, l'histoire avance, et donc il nous faut nous aussi prendre cela en compte. C'est pour ça qu'on en est à la 19e version de Brettaise, qu'on en est également à la 4e version, alors que ce sont des recherches plus récentes, mais la 4e version des restitutions de Notre-Dame. Donc tout ça, c'est important. Ce qui est important aussi de bien comprendre, c'est que ça nous offre des nouveaux angles de lecture et de perception. C'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai des collègues qui travaillent, par exemple, en histoire de l'art, sur le bâti. Et lorsque je leur fais écouter mes travaux, notamment, j'ai eu une expérience à la SAT Montréal, qui est un dôme immersif, où ils avaient à la fois le visuel et le sonore, où ils ont mieux perçu les documents sur lesquels ils travaillaient. Donc ça veut dire que quelque part, même si on est chercheur et qu'on est persuadé de détenir toutes les clés de compréhension, eh bien, il y a quand même un biais qui est très présent et qui est le biais du contemporain qui est au fond de nous. Et un dernier point, c'est qu'à la MSH, on maîtrise la totalité de la chaîne de production. Donc on va chercher, comprendre ces documents pour en tirer des indices sonores et on va y aller jusqu'à la captation. Et comme on parle de captation, vous pouvez entendre nos travaux sur le carnet de recherche Archéoson. Et puis, je vais vous faire écouter ce chantier de Notre-Dame, donc en 1170. Ce chantier dont vous avez vu un plan. Ça dure 4 minutes. Vous allez entendre des petits et des gros métiers. Donc les gros métiers, vous les connaissez presque tous. Hein, c'est essentiellement taille de pierre et puis tout ce qui est lié à la charpenterie, donc les carissages ou le sciage. Mais vous allez entendre des métiers qui sont plus fins, avec par exemple des mises en dedans, le cordier, donc c'est celui qui fait, qui va tresser les cordes qui servent au chantier, et puis le foinage, puisque autour de cette zone, on a énormément d'herbes folles et qu'il faut quand même les couper, quelque chose que ce soit. Vous allez entendre également ce qu'on appelle une tombereau, donc c'est une sorte de charrette un peu lourde, hein, de l'époque qui sert à transporter les matériaux. Ah, flûte, décidément, un rebelle jusqu'au bout.
Donc cette scène que vous avez entendue en binaural, nous, on la diffuse en WFS. Et le jeu que l'on présente pour l'auditeur, c'est que dans le dos, il a la scène et en face, il a le chantier. Et la disposition des enceintes lui permettent, s'il fait un demi-tour, d'être soit face au chantier, soit face à la scène. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Merci Mylène Pardoen. Et maintenant, nous allons donner la parole à Raphaël Roth pour intervenir. Merci beaucoup. Merci Monsieur Debray. Merci Mylène Pardoen pour ce voyage dans le temps et dans les sons du passé et du présent. On a une expression qu'on aime beaucoup utiliser à l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle pour les ressources qu'on produit à travers nos podcasts. Et je suis justement en ce moment même dans le studio podcast de l'INSEAC. Cette expression, c'est fermer les yeux pour mieux voir. Fermer les yeux pour mieux voir, c'est une jolie expression parce que c'est ce qu'on a fait avec mon collègue Mickaël Sauvage, qui est technicien à son là, à l'INSEAC à côté de moi. On a fermé nos yeux pendant que vous nous faisiez écouter cette dernière séquence. Et effectivement, on l'a fait, ce voyage dans le temps, à travers ces métiers, le bruit de ces métiers, l'ambiance de cette ville. Et puis, du macro vers le micro, on entendait même des mouches, des chiens, etc. Et on peut se laisser aller à ce que, en effet, Raymond Murray-Schaeffer appelle la schizophonie, c'est-à-dire une séparation entre le son et sa source. Et c'est ça que nous permet cette archéologie des paysages sonores que vous nous présentez. Alors, pendant que les personnes qui sont connectées, on a une 50aine de personnes connectées depuis tout à l'heure, préparent leurs questions, je voulais commencer en citant justement un extrait de l'ouvrage de Robert Murray-Schaeffer que j'ai sous les yeux, qui est écrit dans les années 70, à la fin des années 70, avec une traduction française de 1979, qui fait qu'en effet, les Français qui travaillent sur les questions de son connaissent bien les travaux de Robert Murray-Schaeffer, mais évidemment, l'investissement que vous en faites est tout à fait passionnant. Les mots de Schaeffer sont les suivants. Le paysage sonore du monde évolue. L'homme moderne habite aujourd'hui un univers acoustique qu'il n'a jamais connu. Ces sons nouveaux, qui diffèrent en qualité et en intensité de ceux du passé, ont mis en garde beaucoup de chercheurs contre les dangers de leur développement impérialiste. Des bruits plus nombreux et plus puissants, difficiles à distinguer les uns des autres, ont envahi de toutes parts la vie de l'homme. La pollution acoustique est aujourd'hui un problème mondial. Le paysage sonore semble avoir atteint le comble de la vulgarité, faisant craindre aux experts la surdité universelle si la situation n'est pas rapidement contrôlée. Cette approche de Murray-Schaeffer que vous développez vous-même, lorsqu'on a échangé un petit peu sur cette conférence, vous nous disiez que vous ne travailliez pas sur vous ne faisiez pas des captations d'ambiance sonore, mais bien des captations d'objets sonores. Alors justement, c'est un terme qui est utilisé par un autre Schaeffer, qui est Pierre Schaeffer, qui définit l'objet sonore comme un objet de notre perception. Vous pourriez revenir un petit peu sur cette différence que vous faites entre objet sonore et captation d'ambiance. Et en posant cette question-là, justement, je laisse à nouveau ensuite la parole aux personnes qui sont en ligne. Si elles ont des questions, je pourrais les lire. Donc, je vous remercie de les écrire dans l'outil de conversation de Teams. Merci. Alors, oui, moi, je travaille sur l'objet sonore. C'est-à-dire que la fresque que vous avez entendue, elle comporte un certain nombre d'objets. Tout à l'heure, on a vu dans ce pas tous ces petits objets qui tournent tout autour. Et c'est le traitement de ces objets, leur juxtaposition et leur spatialisation qui permet de donner une vraie densité à ce que vous allez entendre. Alors, il m'arrive de capter des ambiances, mais pas pour le traiter en tant qu'objet. Par exemple, tout à l'heure, on a vu le moulin. Donc, on a 2 micros ambisoniques. Et ces 2 micros, donc c'est des micros à plusieurs têtes. Ces micros, ils vont
on les récupère, on les met en œuvre pour avoir un référent de spatialisation. Mais ce ne sont pas eux qui nous donnent l'ambiance sonore. C'est juste un référent. Et donc, à nous, à partir de tous nos objets sonores, on va s'appuyer sur ces micros-là, plus notre écoute. Donc, on a tous les deux des référents quand je suis avec mon collègue. Et on va restituer, à partir des objets sonores, ce qu'on a pu entendre. Comme en général, on essaie de le faire assez rapidement, c'est encore relativement frais. Et c'est le seul moyen pour obtenir une densité. On a une question de M. Courtois qui demande si on a des informations, si vous avez des informations sur le travail de Nicolas Fries dans les années 90 qui a enregistré les ambiances sonores dans les villes. Alors pour ma part, je ne connais pas ces travaux, mais peut-être les connaissez-vous. Non, je ne connais pas non plus. Il y a encore beaucoup de questions qui arrivent. Jean-Baptiste Masson. Pourquoi parler d'archéologie sonore plutôt que d'histoire sonore? Alors, pour moi, une histoire sonore, on regarde le passé. Moi, je fais comme l'archéologue, je vais déterrer le passé. Je ressens plus comme ça. Un historien du son ou un historien sonore, il va réfléchir, étudier. Moi, j'ai cette partie supplémentaire qui est plus proche de l'archéologue. D'ailleurs, je suis très, très proche des archéologues, involontairement par mes pratiques. Si l'archéologue il va avec sa truelle et puis son petit pinceau pour bien balayer, quelque part, je me sens dans cette posture. Moins dans la posture de l'historien, même si ça fait partie de mon métier. Une autre interrogation de Jean-Baptiste Masson sur, et c'est une question que j'allais vous poser également, sur la voix et son absence dans la reconstitution du chantier. On n'a pas la voix en effet qui est présente. Non, bah, moi je suis archéologue du paysage sonore. J'ai pas la connaissance de comment on parlait les langues dans le passé. Donc il y a certainement des spécialistes qui se penchent sur la question et qui peuvent apporter des réponses, mais moi pas. Donc comme mon travail, j'aimerais quand même qu'il soit le plus scientifique possible. Je ne veux pas mettre des voix contemporaines et des paroles, des échanges contemporains dans ce travail-là. Mais je ne connais pas les accents, le chant de la voix, la physiologie aussi de la voix, parce qu'il y a le poids des vêtements, il y a les voix, elles sont pas aussi, comment dire, civilisées, peaufinées que les nôtres. Donc, ce serait un gros travail à faire sur comment parlait-on les langues dans le passé. Et puis, je n'ai pas non plus le savoir de ce qu'on parlait. Alors, si c'est à Paris, c'est quels sont les langages, quels sont les patois qui étaient entendus, quels sont les mélanges qui étaient faits. Tout ça, je ne l'ai pas. Donc, oui, je suis sur de l'oralisation, c'est-à-dire que j'essaye de restituer la foule présente, ces activités, mais je ne suis pas dans la verbalisation. Vous faisiez un appel il y a quelques années au micro de France Inter, dans Les Aventuriers, je crois, à des chercheurs qui travailleraient sur cette question. Vous l'avez trouvé, votre chercheur, ou toujours pas? Non, toujours pas. On relance l'appel alors aujourd'hui même. Une question de Karine Peterson qui demande alors votre définition entre son et bruit. Alors si je peux contribuer un petit peu à cette différence de son et bruit, il me semble que Murray Schaeffer nous dit que le bruit c'est un son non désiré. Est-ce que vous partagez cette définition? Alors ça, c'est une définition contemporaine. Dans le passé, il n'y a pas de différence entre le son et le bruit. Nous, on a une notion du bruit qui est, comment dire, le bruit, c'est une pollution. Quand on parle de bruit, aussi bien c'est néfaste. Le voisin fait du bruit, il y a du bruit dans la rue. Dans le passé, le bruit, c'est
quelque part, c'est un qualificatif pour dire bah, il y a du son, mais c'est informatif. Donc, pour moi, un bruit, c'est pas quelque chose de, c'est pas une nuisance. Donc, indistinctement, je vais vous dire un son ou un bruit. Par contre, la différence entre une note et un bruit, c'est que la note, vous avez une fondamentale et puis des harmoniques, et qu'un bruit, ben, vous pouvez pas le détailler. C'est quelque chose, vous le passez dans un spectromètre ou un spectrogramme, voilà, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas distinguer. Il y a une jolie définition à nouveau de Murray Schaeffer dans le paysage sonore sur ce sujet, qui dit la chose suivante: il y a pollution sonore quand l'homme n'écoute plus, car il a appris à ignorer le bruit. Oui, oui, c'est ça. Une question de Emmanuel Lahotte, qui est enseignant à l'INSEAC. Bonsoir, à quand des restitutions de paysages sonores proposés aux élèves dans les manuels scolaires? Il faut aussi dire que Emmanuel Lahotte est enseignant au collège en histoire-géographie. Alors moi, c'est un grand, c'est un Graal en fait. C'est ce qu'on appelle les transmédias. Hein. C'est passer du manuel scolaire à, ben, on l'ouvre et puis il pourrait nous présenter un autre média que du texte. C'est vrai que ça serait super pour les élèves ou les étudiants parce que ça leur permettrait déjà de plonger dans un livre, parce que souvent, ici, ils plongent malheureusement plus trop souvent, mais ça leur permettrait de contextualiser, que ce soit l'histoire ou peu importe, mais de contextualiser ce qu'ils sont en train de lire. Moi, j'ai noté, alors je fais peut-être mon vieux grincheux, mais j'ai noté qu'on avait quand même plus, moi je fais partie d'une vieille génération, mais on avait la faculté de pouvoir contextualiser nos textes. Alors, je ne sais pas si c'est nos cerveaux qui étaient sollicités différemment, mais alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de multimédia, ils ont un peu plus de difficulté d'entendre un texte. Et ça serait peut-être l'opportunité de leur faire entendre un texte, pas seulement réciter un texte, mais l'entendre, vibrer, le lire à différents niveaux. Alors oui, s'il y a un informaticien qui veut se lancer dans l'aventure et qui veut travailler là-dessus, pour moi, ce serait un rêve, oui. Transcender de façon ultime tous les supports plus traditionnels. Un commentaire d'Isabelle Deslignières qui vous remercie pour le partage de ce travail qu'elle dit très impressionnant et très intéressant. Elle demande comment vous choisissez vos projets de travail. En fait, je ne les choisis pas, c'est eux qui me choisissent. Ça fait un peu comme le chat. Notre-Dame, bah, c'est l'incendie qui fait que j'ai travaillé sur Notre-Dame, même si pendant très longtemps, puisqu'on est deux dans le GT acoustique, puisque je suis responsable du GT acoustique, avec mon collègue, on s'est posé la question pendant une semaine, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, parce on était à la limite de se dire c'est de l'opportunisme ou c'est de l'opportunité. Donc c'est Notre-Dame, on l'a choisi, mais elle nous a choisi aussi. Bretaise, c'est la conjonction de deux forts documents, donc le plan Bretaise et puis la lecture du tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier. Donc là aussi, c'était un coup de cœur, mais c'est un double coup de cœur en fait. Ces documents sont venus à moi quelque part. Héphaïstos, c'est la rencontre de ces sonorités avec les artisans. Donc, quelque part, je ne les choisis pas. Je choisis un intitulé, je choisis peut-être une problématique, mais c'est eux qui me choisissent. Une question de Martine Courtois de la Face qui demande si vous avez travaillé pour des films grand public. Et peut-être pour élargir un petit peu cette question, quelles sont les prolongations justement de ce type de travail pour peut-être le jeu vidéo? Je sais que c'est un sujet qui est proche du vôtre, dans sa reconstitution. Alors, non, je ne suis pas sollicitée ni par le jeu vidéo, tout simplement parce que mon travail est trop complexe pour un jeu vidéo, et puis que dans un jeu vidéo, ce qui compte, c'est comment dire, porter le joueur à jouer.
Je ne travaille pas non plus pour le film grand public en tant que fictionnel, parce que là aussi, la part émotionnelle, je n'ai peut-être pas suffisamment insisté, mais la part émotionnelle, elle est pas présente dans mon travail. Si elle vibre chez vous, c'est parce que vous avez des référents et ça va vous faire vibrer. Moi, j'essaie de ne pas mettre mon émotion lorsque je travaille, juste une part minime. Or, un film a besoin de gérer l'émotion du spectateur. C'est-à-dire qu'il va préparer l'émotion, il va l'accompagner et puis il va faire redescendre la tension, mais pour mieux rebondir. Par contre, j'ai eu l'opportunité de travailler avec Arte, donc fournir des sons, des ambiances sonores pour Arte, notamment dans le cadre de Notre-Dame. Donc voilà, c'est plutôt sur ce segment-là où j'ai eu des propositions. Mais c'est un travail qui demande tellement de temps que c'est trop cher quelque part pour des segments où il faut quand même de la rentabilité. Une question de Karine Peterson qui demande si la limite ne serait pas la grandeur de la France et de ses richesses. Alors, au niveau de la restitution, oui, il faut la limite, c'est l'aire géographique et puis la délimitation temporelle. Après, moi, par exemple, là, je vais aller à Muret, je vais partout en France pour aller chercher des sons, donc je suis pas limitée. Au niveau de la récolte, je suis pas limitée. Quels sont les autres enregistrements que vous avez justement? C'est pour prolonger la question de Karine Peterson vis-à-vis des autres régions autres que Paris et la France. Bon, on connaît Lyon, et je sais qu'il y a Nantes également. Mais alors, voilà, il y a un peu Nantes. Je vais beaucoup à Guédelon. Pour les restitutions, bah, pour l'instant, en restitution, j'ai deux très grosses restitutions, plus Nantes. J'en ai pas d'autres à fournir. C'est énormément de travail, hein, mais vraiment beaucoup de travail. Par exemple, la petite fresque que vous avez entendue, là, qui fait 4 minutes, avec mon collègue, je ne parle pas de la récolte d'informations qui est hyper complexe, mais pour son agencement, ça a été 3 mois de travail. Donc voilà, c'est pour vous donner une échelle de travail. Donc quand on en a quand on a une demande, après j'ai des restitutions qui sont faites pour les musées. Donc par exemple, j'ai travaillé pour Besançon. Donc on est plus sur le patrimoine de Besançon, pour la ville de Besançon, hein. J'ai restitué l'ambiance de Besançon qui est actuellement diffusée dans le cadre d'une exposition qui doit s'appeler Besançon au temps des Lumières, quelque chose comme ça. J'ai travaillé pour Villandreau qui se situe du côté de Bordeaux. Donc là, on est carrément une époque médiévale, avec un super challenge parce qu'il fallait restituer l'ambiance d'une tour de garde où il n'avait aucune information, donc il a fallu chercher des informations ailleurs. Donc voilà, je suis un peu folle, j'accepte toujours des challenges pas possibles. Mais c'est pareil pour cette restitution-là, ça a été 3 mois de mise en place, bon, rien que pour les objets sonores. du coup, j'ajoute une question. Combien vous êtes pour faire ce que vous faites? Vous n'êtes pas toute seule, Liliane Pardonne. Alors, jusqu'à il y a peu de temps, je disais toujours que l'équipe, c'était 100%, c'était moi. Là, je suis 50% et puis j'ai un ingénieur son qui m'accompagne. Donc, on est 2 fois 50%. Il reste très, très faible, enfin, pour le chantier qui est face à vous, en effet. Ouais. Denis Monobroca de la Face nous dit: j'ai lu il y a quelque temps qu'il serait sans doute possible un jour, en analysant la structure de la terre d'un pot en terre, de reconstituer le chant que chantait le potier lorsqu'il tournait son pot sur son tour. Est-ce que c'est une pure utopie? Euh, Je travaille avec des potiers, j'enregistre la matière qui se transforme. Vous avez pu entendre sur l'extrait que je vous ai passé de Notre-Dame le geste de l'artisan sur la restauration d'une frise. Vous avez la réponse. L'artisan dont vous parlez, là, Est-ce que vous avez entendu tous les bruits et les sons qui étaient autour de Notre-Dame alors qu'on était dans une ambiance qui frôlait les 100 décibels?
Non. Donc, ben voilà, je pense pas. Moi, je suis sceptique parce que je pense pas. On est à la fois sur du micro Ouais, scope et du macro dans ce que vous décrivez. c'est Et ça, ouais. dans ce que vous faites, on se met à l'échelle, on se met au niveau du. Et comme si on enregistrait d'ailleurs le bruit d'une fourmi. Il y a des audionaturalistes qui font ça. C'est Quand ça. on enregistre le bruit d'une fourmi, on se met au niveau de la fourmi, on devient aussi petit ou aussi grand qu'elle. C'est ça. Et donc, bah, dans cette fresque-là, on n'enregistre pas. Le matériau qui met dessus, c'est la même, comment dire, la même consistance que du plâtre. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez, qui pourrait être poreux, comme de la pierre. Donc, si son il pouvait y avoir, si le son de l'extérieur pouvait passer, on l'aurait entendu. Alors aujourd'hui, donc, voilà l'état des captations et des recherches. Je suis un peu sceptique. On a encore un petit peu de temps pour prendre quelques réponses. Il y en a une de Michael Sauvage qui me la pose alors même qu'il est à côté de moi. D'un point de vue sensoriel, que pensez-vous d'une restitution vibratoire couplée à ce paysage sonore? Ça serait super. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui serait encore plus proche d'une possible réalité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'artisan travaille, il travaille aussi avec les vibrations de la matière sur laquelle il s'exerce. Donc, ouais, ça serait bien, ouais. Mais ça, on n'a pas encore. Peut-être un chantier à mener avec plus fou que moi. Euh, quand j'ai découvert votre travail, alors, j'ai déjà dit que le paysage sonore était connu, mais l'archéologie du paysage sonore, je me suis dit, mais comment c'est possible, comment c'est faisable? En effet, on a parlé d'utopie tout à l'heure, parce que la trace dont vous parlez, là, c'est pas elle n'a pas la même matérialité que la trace de l'objet, ou enfin, en tout cas des objets habituels de l'archéologie. D'ailleurs, ce ne sont pas vraiment des traces, ce sont, au sens sémiotique du terme, mais plutôt un symbole ou un symbolisme, comme le décrit en effet Schaeffer. Et donc les traces que vous allez chercher, ce sont celles des archéologues ou des historiens qui sont en fait des archives. Ben, pas seulement parce que comme je traite les documents primaires, en fait, ce sont les informations que nous apportent les gens de l'époque avec leurs mots, ou avec leurs pinceaux. Ce sont ces informations-là sur lesquelles je vais m'appuyer en premier lieu. Donc, c'est bien leur témoignage, sur leur témoignage que je vais m'appuyer pour trouver mes informations. Après, et ce qu'il faut bien penser, c'est que le temps fait son œuvre et il faut que je retrouve dans le présent ce que j'ai trouvé dans le passé. C'est ça qui est plutôt compliqué. Mais le gros de mon travail, c'est les sources primaires. Madame Peterson pose une question, mais je ne la comprends pas. Mais les basses ne les donnent pas. Les basses ne les donnent pas. Alors, si vous pouviez reformuler votre question. Ah, on parle des vibrations. La question supplémentaire, en effet. La question précédente sur les restitutions vibratoires couplées au paysage sonore. Les basses ne donnent pas de vibrations. Alors là, je ne suis pas d'accord parce que tout à l'heure, je vous ai fait écouter un tuyau de 32 pieds. Donc, si vous avez l'opportunité de connaître un organiste et puis d'aller dans une église et de lui demander d'actionner ce tuyau-là, il arrive un moment où le tuyau est actif et par contre, vous allez ressentir les vibrations. Vous ne l'entendez pas, mais au niveau de l'estomac, vous avez quelque chose qui se passe et vous savez qu'il y a quelque chose qui est pas... il y a quelque chose qui passe à travers vous, quoi. Donc cette vibration-là, vous l'entendez. On arrive au bout de notre échange, mais j'ai peut-être une dernière question qui était, je crois, à l'origine de votre travail. Vous vous posiez au début de votre travail la question de la raison pour laquelle il n'y avait pas de son dans les musées. Oui. Eh bien, c'est toujours très compliqué parce que dans les musées, ils
ils sont toujours confrontés à, ils ne veulent pas du sound design, donc ils ne veulent pas du Walt Disney ou ne veulent pas du Puy du Fou, puisque maintenant c'est le Puy du Fou qui fait référence, mais ils veulent quelque chose de scientifique. D'où, voilà, quand je réponds à une demande d'un musée, je réponds parce que ce qu'ils cherchent, c'est quelque chose qui soit à l'image de leur mission, qui est une mission scientifique, quoi. Il faut que ça soit rigoureux. Et ce que je peux leur proposer, c'est le plus rigoureux possible par rapport aux témoignages, à la documentation que je peux trouver, et puis au temps qu'ils me laissent aussi pour travailler, parce qu'il y a des fois, ils compressent aussi un peu le temps. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je travaille pour un musée, leur demande doit être présentée 9 mois avant la restitution de la fresque. Ah oui. Pour Moi, laisser j'ai- le temps j'ai- de trouver des informations, de les recouper et vraiment d'adapter la proposition de fresque à ce que veut réellement le conservateur ou la personne qui est responsable de l'exposition, par exemple. C'est le temps que j'ai eu pour les visiteurs de Versailles, pour Versailles, pour la police des Lumières aux Archives nationales, c'est le laps de temps que je demande, ou pour Besançon. Moi, Monsieur j'ai Lebret. si vous me permettez, une dernière question qui est celle-ci. Au fond, vous nous avez présenté des projets de recherche et toute recherche s'évalue. Comment évalue-t-on une recherche de ce type? Qui sont vos évaluateurs? Comment ça se passe en pratique? C'est compliqué parce que je suis seule sur le segment. C'est ce que je pensais, donc c'est pas... C'est très compliqué. Là, par exemple, on a soumis un article pour Journal of Cultural, c'est quoi, JCH, enfin JCH. Je ne parle pas l'anglais, donc excusez-moi. Et ça a mis très longtemps pour trouver des correcteurs parce qu'il n'y a personne sur le segment. Donc, ils prennent des historiens, des acousticiens, enfin, ils vont grappiller un peu partout, mais ce n'est pas sur mon segment. D'accord. Et puis alors j'en ai une autre parce qu'au fond, vous nous avez dit, je choisis mes sujets en fonction d'opportunités, etc. Moi, j'aurais tendance à vous dire, est-ce que l'histoire n'est pas un challenge? Autrement dit, au fond, on aura envie de se dire, j'ai envie de remonter le plus loin possible dans la mise en place d'un paysage sonore. Les Romains, les Grecs, peut-être même avant d'ailleurs. Est-ce que c'est une chose qui vous accroche ou au contraire, est-ce que finalement, vous pourriez rester au Moyen-Âge et à ces époques que vous avez décrites? Non, non, moi j'ai un panel très large, hein. J'ai fait Nantes en 1900 et puis j'ai eu une demande pour la grotte Chauvet, donc je pense on remonte le temps. Et chaque fois, c'est vrai que c'est un challenge. La seule chose que je sais que je ne ferai pas, c'est le rut du dinosaure au printemps, parce que ça, je ne connais pas. Mais tant qu'on a de l'information, que ce soit picturale, textuelle, graphique, on peut, avec une marge d'erreur qui s'agrandit, hein, bien sûr, mais on peut proposer des travaux sur le paysage sonore. Mais j'ai pas. Moi, si vous me faites remonter le temps en me disant, on voudrait. Là, par exemple, on travaille avec des gallo-romains sur Lyon au niveau de l'école centrale. Voilà, moi, je suis toujours partante. Très bien. Je me retourne vers vous deux parce qu'il est déjà 8 heures passées. Raphaël Roth, est-ce que vous voulez tenter une dernière question? Il y en a une de Karine Peterson qui pardon. demande si Madame Pardouan a des équivalents hors France. Non, non. Non, il n'y a pas hors France. Ma modestie en pâtit fortement, mais personne, de la façon dont je travaille et de la façon dont je le restitue, personne ne travaille comme ça. Soit c'est théorique, soit il y a une grosse part de sound design. D'ailleurs, là, j'ai un collègue anglais que j'ai rencontré en décembre qui
qui tout de suite m'a dit non, mais il faut qu'on travaille ensemble parce que nous, c'est ce qu'on veut faire. Donc, il n'y a pas à l'étranger sous cette forme-là, vous ne trouverez pas. Très bien. Eh bien, si vous en êtes d'accord, on va nous arrêter là. Vous n'avez plus de questions, Raphaël Roth? Non, j'ai juste la lecture de quelques commentaires de remerciements pour s'associer aux remerciements qu'on va vous faire désormais. Emmanuel Lahotte, merci beaucoup pour ce nouvel horizon de médiation, d'éducation artistique et culturelle. J'ai également Rodrigo Olgay Hoyos qui nous dit depuis le Chili qu'il vous remercie pour sa présentation et qu'il vous salue et qu'il suit vos travaux avec beaucoup d'admiration. Et les remerciements arrivent tous les uns après les autres. Vous êtes passionnante, etc. Voilà. Bon, je ne vais pas pouvoir tous les lire, sinon on en aurait, à mon avis, pour toute la nuit. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Bah, écoutez, nous allons vous remercier tous les deux, bien sûr, Mylène Pradoen, mais aussi vous, Raphaël Roth. Je crois que c'était un excellent duo, en tout cas pour ce soir. Et donc, tout en vous remerciant, je donne rendez-vous à tous, à vous y compris, à notre prochain rendez-vous du jeudi, dans un mois par conséquent. À très bientôt et merci encore. Au revoir. Merci pour l'invitation. Au revoir.